Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Bon, vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continuait à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseil et prière des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an.
Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous c'est une année, mais moi j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas sur cette chair vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, elle est étrangère, c'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même? Elle a dit, mais c'est climatisé. Je dis, non, c'est le vent. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement, avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon et dans la sagesse, sans rancune. Et merci de tout cœur, et que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, bon, j'espère que c'est pas hier que c'est vraiment vrai. Bon, il dit qu'il a pris 3 ans et que Dieu lui a envoyé Esther pour ne pas que lui aussi il meure comme sa femme, afin de protéger ses enfants. Bref, les gars, c'est vrai, mais c'est amusement, parce qu'il ne comprend pas. C'est vrai ou bien c'est amusement, c'est ce qui s'est passé là. Genre les excuses qu'il a présentées avec son poteau électrique qui est derrière lui là. C'est dosé. Franchement, il attend vous avez dans le commentaire, moi mais j'ai dépassé. C'est du foutage de gueule. Il a attendu 3 ans. Pendant ce temps, il était un moment blanche, non? Bref, je sais pas, expliquez-moi parce que peut-être que c'est moi qui me trompe dans mes calculs. Mais bon, à tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu que le pasteur Marcelo, lors de son culte aujourd'hui, s'est un peu exprimé avec Esther à ses côtés en disant que nous ne savons pas ce qu'il a vécu après la mort de Maman Blanche. Ça a été le pire moment de sa vie. Il a cru qu'il allait mourir. Il est passé pas loin de l'AVC. Il a fait une dépression. Il pleurait avant de monter sur la chaire pour prêcher, mais il ne pouvait pas le montrer parce qu'il est là avant tout pour nous encourager à rester dans la foi. Que c'est un ami à lui qui lui a parlé de Esther, mais carrément lui ne voulait pas. Il a demandé à Dieu le don du célibat afin qu'il ne puisse jamais ressentir le besoin de se marier, mais ça n'était pas dans les plans de Dieu. Il a dit que Esther l'a sauvé et que c'est grâce à Esther que ses enfants vont avoir un père en vie. C'est ceci. Le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père. Ensuite, il a un peu parlé d'Esther. Il a dit qu'elle est malienne et libanaise. C'est un mélange. Ensuite, il a dit, oui, il faut être gentil avec elle. C'est sa première fois de mettre les pieds au Congo. Elle n'est pas là pour remplacer ou effacer la mémoire de Maman Blanche. Il a fini par dire que par rapport à tout ce qu'on voit ou tout ce qui se passe, il remettra les choses au clair petit à petit, en temps voulu, selon la volonté de Dieu et surtout sans rancune. Bref, on traite de qu'on sait plus, je vous dis. Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas? Donc si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là où la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne. Comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant? Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests pour
avant l'opération chirurgicale, on va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment. Et puis on regarde les cœurs quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder les poumons, les langues, on va regarder les sangs, on fait est-ce qu'il y avait les drogues, est-ce que les drogues, quoi ça, ferme ton micro, ce qui est très important. Les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Docteur, voici comment ils ont tué ma femme. Je dis, donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que ces dames n'avait pas l'alcool, n'avait pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non? Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je crois, je sais pas si elle est marocaine, je sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois. Qui elle s'attendait et puis le lendemain on a dit bon on va faire l'opération cette nuit et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça c'est de 1. De 2, quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons et que on a les certificats de décès, il y a ce qu'on appelle les IPA parce qu'on parlait aussi de dire que oh il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les informations qui sont des informations privées du patient à qui que ce soit. Voilà. Il y a aussi les documents que tout le monde signe. Moi, maman telle, c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à telle. Son mari, comme on le connaît, c'est les pasteurs. Je ne sais pas si c'est les pasteurs qui avaient le pouvoir et consort. Et il y a aussi une manière pour que est-ce que les IPA ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le savoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant qu'un Congolais, la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est les pasteurs. Et en tant que Bantou, je pense que les pasteurs devraient, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens ou bien je le comprends. Donc, c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir comment est-ce qu'elle est morte. Docteur, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Ouais. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, je n'étais pas là. C'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement, et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là et tout ça. Il y a des éléments qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a commencé quoi, quand est-ce qu'on a terminé quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça? C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit. Il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les var au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et qu'on sort d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état, quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches?
sur le corps de Maman Blanche, avant et après. Voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ce corps-là. Et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires. On a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener. Et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie, ainsi de suite, d'une autre manière. C'est une façon pour voir. Et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi les questions. Donc, elle est déjà enterrée, elle est partie avec les DNA, elle est partie avec les éléments. On garde seulement les papiers de l'opération et tout ce qui s'est passé. Et on n'a pas l'information de tout ce qu'il y a. C'est le pasteur qui a les informations. On ne connaît pas quel genre, quel type, quelle manière d'opération qu'il y a eu. Quelles sont les informations ou bien les procédures qu'il y a eu pendant ou après qu'on sort? Est-ce qu'elle a été préparée correctement pour qu'elle soit libre ou bien clear pour qu'elle fasse cette opération-là? Parce qu'elle est morte. Voilà le problème. Et on doit savoir de quoi il est question. Docteur, moi j'ai une question à vous poser. Si vous étiez le pasteur Marcelo, parce que nous on est souvent pasteurs, bon, nous on met tout dans la main du Seigneur et autres. Si vous étiez le pasteur Marcelo, qu'on venait vous annoncer le décès de votre épouse, étant en Turquie, quelle devait être votre attitude pour avoir la clarté de toute cette affaire selon vous? Moi je vais parler, moi je vais regarder d'une manière médicale. Moi, si je suis pasteur, peut-être il s'aimait pour prier. Je ne sais pas, prier pendant 4 heures, c'est autre chose. Moi, en tant que je vais aller descendre, d'abord, en tant que je vais aller là-bas. Lui, en tant que pasteur, je crois qu'il a des conseillers médicaux. Il a des conseillers, il a des amis. Ça, c'est la première des choses. Pasteur Makosso a des amis et ils ont des gens qu'ils consultent, ils ont des gens. La première des choses, c'est de savoir, contacter ces gens-là pour savoir, écoute, il y a quelque chose qui arrive, venez voir. Toujours en Turquie où il y a quelque chose, soit demandez pour contacter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour que les gens au moins arrivent en Turquie là-bas pour voir. Arrivent sur place là-bas pour savoir, écoute, il y a ça, ainsi de suite. Qu'il y ait une deuxième opinion pour savoir ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire toujours à ce que ces gens-là disent en Turquie de quoi il est question. C'est votre femme. Moi, je vais descendre sur place. Je ne vais pas me cacher quelque part pour prier. Bien sûr, je vais prier, ainsi de suite. J'ai prié avant, ainsi de suite. Je vais aller sur place pour savoir de quoi il est question. Ce qu'on va me dire, c'est vrai, mais je dois avoir une deuxième opinion parce que j'aime ma femme, j'aime ce qui est là, je veux savoir de quoi. On va m'expliquer, ça va me tuer, mais je vais avoir une autre opinion parce que la médecine, elle est là. Et l'autopsie qu'on veut amener, et l'autopsie puisse parler pour que je puisse voir clair. Et la clarté, on ne la connaît pas encore. Merci, docteur. Avant, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était que l'introduction. Nous avons reçu un nombre de ressources qui est là. Le débat sera équilibré. Nous avons Niaou qui vient d'arriver, Miss Dogo aussi qui est arrivé, Jenny est là, Roro est là. Nous avons un homme que j'aime passionnément, Sandy aussi est présent. Mais je vais vous demander de tapoter s'il vous plaît. On monte à 20 000 personnes connectées. C'est le quota du live. Nous sommes face à une histoire très dégueulasse. Et il faudra que nous puissions mettre la rationalité et désactiver les émotions face à ces sujets. Marcelo serait protégé par les autorités dont il échappe à la justice congolaise. Selon ce que les autres racontent, Marcelo serait conseiller du président de la République aussi longtemps qu'il n'y a aucune ordonnance nommant Marcelo comme conseiller direct du président de la République. Chaque conseiller est nommé et il y a une ordonnance qui est souvent lue pendant les nominations. Secundo, aucune preuve d'une telle protection
vis-à-vis de Marcelo n'a été apporté. Aujourd'hui, il est facile de brandir la théorie du complot lorsque le manque de fondements juridiques qui peut permettre à clouer aujourd'hui Marcelo au pilori de la loi. Vous savez, général, la loi ne fonctionne pas par les fantasmes et les émotions des réseaux sociaux. Et il faudra que justice soit faite. Et lorsque nous parlons de justice soit faite, exactement, les gens sont focus par les émotions et sont animés par les émotions et ils fondent leur mécanisme argumentaire sous la vague des émotions. Donc, ils ont parlé de Marcelo serait protégé par les autorités. Mais posons-nous la question. S'il était protégé, pourquoi alors mener des négociations avec ses avocats? Question. Comme l'a dit le grand frère lors d'un live. Il dira, mes avocats et les avocats de Marcelo sont en pourparlers. Est-ce qu'on peut entamer des pourparlers avec une personne que nous sommes en train de soupçonner avoir déjà notre sœur? Si nous avons des preuves tangibles qui exposent la colère de Marcelo, pourquoi aller sur le terrain des pourparlers? C'est-à-dire, en deux mots, s'ils sont convaincus que le pasteur Marcelo a quelque chose à voir dans la mort de leur sœur, ils vont discuter avec un criminel. Pourquoi? Pourquoi? Donc ça, c'est une question qu'il faudra que nous puissions essayer de répondre aujourd'hui. La communauté congolaise, lorsque Maman Blanche est morte, 2 mois après, cette communauté congolaise et africaine, je dirais en général, avait attribué à M. Marcelo une dame qui s'appelle Bénédicte Kalengai. Ah bon? Ils ont tous crié sur les réseaux sociaux, nous voulons que Marcelo puisse se marier avec Bénédicte Kalengai. Est-ce qu'avez-vous eu la douleur? Est-ce que vous avez répliqué la douleur de ces enfants? Ah, à cette époque-là, il n'y avait pas des émotions. Hein. À cette époque-là, vous aviez la joie de pouvoir exposer cela sur les réseaux sociaux. Troisième argument, les gens parlent de falsifier un certificat de décès. C'est très dangereux. Vous savez, falsifier un certificat de décès engage plutôt nécessairement une chaîne médicale. Les médecins doivent être corrompus. L'administration doit être corrompue. Ceux qui laissent les traces, même la justice ou les policiers, les gendarmes doivent être corrompus. La personne ou les agents de la morgue doivent être corrompus. Mais là, nous parlons du cadre européen. La justice turque n'est pas la justice congolaise. Si la famille avait des soupçons concernant la dja de leur sœur, pourquoi elle n'a-t-elle pas porté plainte en Turquie? Parce que selon vous, la justice congolaise est tellement dysfonctionnelle, il faudra aller voir d'autres justices. Et pourquoi ils n'ont pas saisi la Cour nationale des droits de l'homme? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Le pasteur Marcelo aurait tué sa femme. Aucune autorité turque, ni la police, ni les parquets, ni une ambassade n'a jamais lancé de procédures pénales contre Marcelo Tounas. Mais pensez-vous que la Turquie et le Congo, on peut dire que le Congolais ou la République démocratique du Congo, c'est un pays soi-disant corrompu et que la justice, il y a énormément de dysfonctionnement de la justice dans ces pays-là. Oui, mais Marcelo a quelle puissance pour corrompre même les agents qui sont dans des aéroports turcs? Posons-nous des bonnes questions. Vous savez, un avis de recherche internationale peut être lancé lorsque la justice turque relevait des soupçons contre une sorte de crime contre Madame Blanche. Europol allait arrêter Marcelo à l'aéroport. Si ils ont laissé Marcelo descendre au Congo avec ces corps-là, parce que il n'y a pas d'affaire. Parce que là, nous ne parlons pas de la justice congolaise. Nous parlons de la justice turque. Ce sont les Turcs qui ont délivré les documents
pour que Marcelo puisse aller où? Au Congo avec les corps de maman Blanche. Et troisième élément, pourquoi vous êtes en train de s'appuyer sur 3 insultes? Marcelo serait magicien, Marcelo serait Ruby et Marcelo c'est une personne qui est sorcière. Mais pourquoi vous cherchez à négocier et demander 800 000 euros et 1 million à un magicien? N'est-ce pas l'argent de la magie peut vous tuer? Parce que l'argent que vous réclamez, mais c'est l'argent d'un magicien selon vous. Donc comme c'est l'argent des magiciens, il faudra que ces magiciens-là puissent vous donner cet argent-là. Et si ces magiciens vous donnent cet argent-là, sachez que vous allez payer de vos sangs et les sangs de vos enfants. Essayons un peu de réfléchir. Mettons ces mécanismes des émotions à côté et réfléchissons autour de ces sujets sans émotion, avec des faits. Nous voulons la justice pour Maman Blanche, mais il faudra que la justice passe par des enquêtes sérieuses. Il faudra que la justice puisse faire des interrogations. Et pour finir, monsieur le général, crier au favoritisme tout en acceptant des discussions juridiques avec les avocats de Marcelo, c'est comme réclamer justice d'une main tout en entendant l'autre main pour quémander l'argent de Marcelo. Je m'arrête là pour l'instant. Niaou. Vous êtes l'avocate jusqu'à ce jour. Où en êtes-vous dans vos éléments de preuve et dans vos démarches? Parce que j'apprends que le mardi, il y a une rencontre entre la famille et le pasteur Marcelo. C'est ce que les rumeurs disent. Mais Niaou, vous qui êtes l'avocat, vous qui avez pris le bâton de pèlerin, vous qui avez pris cette affaire, vous vous êtes investi, vous avez mis votre réputation en jeu. Que dites-vous aujourd'hui? 15 000 personnes vous écoutent. Tapotez le live, je ne vois pas les lives. Je ne vois pas le live, s'il vous plaît, tapotez. Nous vous écoutons. Général, oui. Je salue le panel, je salue tout le monde, que ce soit Cabri, tout le monde, je salue tout le monde dans le panel. Je salue aussi Sandy, qui fait partie de mes meilleurs amis, mon général, dans la réalité, que Marcelo nous a opposés. Mais on va considérer, c'est dans le cadre du travail, on va considérer que c'est le boulot. Il n'y a pas d'animosité. Alors, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Déjà, d'entrée de jeu, s'il vous plaît, on abonde le live. On soulève ce live. J'ai dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu obéit à ce que les hommes disent. Il écoute et il entend ce que la parole dit. Ce qui vient du cœur de l'homme. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.